Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons questions d'actualité. Alors avant de passer à Identité et crèche de Noël avec Mathieu Bock-Côté, je vous parle d'un livre qui est tombé dans mon escarcelle, le joli mot escarcelle. C'est chez Mediapol, ça vient de sortir, et ça s'appelle Risquer Dieu. C'est de Jean-François Gosselin, ça coûte $19 ça coûte $19 et il y a 112 pages, voilà. Qui est Jean-François Gosselin, l'auteur? C'est un mathématicien, c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est un mathématicien de formation qui a connu une très riche carrière dans le monde de la statistique. Alors, il a découvert la théologie et ça a profondément changé son regard sur la vie et il est allé à l'université Saint-Paul à Ottawa et est allé se dénicher un doctorat en théologie qui lui a valu la médaille d'or académique du gouverneur général du Canada. Donc, on n'est pas avec n'importe qui écrit n'importe quoi. Donc, dans ce livre qui s'appelle Risquer Dieu, paru chez Mediapol, c'est le fruit d'une quête personnelle éclairée par la théologie, je vous le disais, parce qu'il vient d'avoir un doctorat en théologie. Jean-François Gosselin, le mathématicien et statisticien, propose une réflexion rigoureuse et également enthousiaste. Alors, mais à quoi ça sert cette foi en Dieu, se pose-t-il comme question? Alors, il fait le constat que le monde dans lequel on vit est un monde où le religieux apparaît souvent suspect, dépassé, ou comme un emplâtre sur les incertitudes de la vie. Et pourtant, la théologie et la foi en Dieu surtout soulèvent des interrogations sur le sens de la vie et de la mort, sur le mal, sur l'espérance, sur le bonheur, la souffrance. Donc, c'est des questions fondamentales auxquelles on peut difficilement échapper, même si certains sont bien tentés et quelquefois ils réussissent. Alors, il ne s'agit pas de dissimuler les critiques contemporaines à l'égard de la façon dont la foi a été annoncée. Bon, il y a des corrections à faire, il y a des critiques à formuler forcément. Mais l'auteur ici, Jean-François Gosselin, présente surtout les fondamentaux du message chrétien, donc dans un livre qui s'appelle Risquer Dieu, paru chez Mediapol. Et on parle là vraiment d'apporter à toute personne un supplément d'humanité. Il ne s'agit pas de convertir, mais de dire une parole essentielle et féconde pour aujourd'hui. Risquer Dieu de Jean-François Gosselin chez Mediapol, $19, 112 pages. Continuons sur la lancée de Noël, sujet inépuisable tant il touche à nos traditions, au centre de la vie de nombreux chrétiens, et tant les symboles de cette fête sont menacés par le consumérisme ambiant ou encore par le désir de nombreuses personnes de faire table rase du passé et de s'ouvrir à l'ouverture, pour ainsi dire. Mathieu Bock-Côté nous parle de tout cela. Mathieu, bonjour. Bonjour. Évidemment, Noël approche, forcément, il y a toujours des dissensions sur les symboles de Noël, notamment la crèche. Oui, en fait, c'est arrivé à l'hôpital d'Ottawa. Oui. Il y avait traditionnellement une crèche dans le hall d'entrée. Le Montfort ou un autre hôpital? Dans l'hôpital d'Ottawa. Oui. Et ce qu'on a appris, c'est que suite aux plaintes de communautés culturelles, entre guillemets, j'aurais été très curieux de savoir lesquelles, ça aurait été intéressant, la direction de l'hôpital a décidé, au nom de la neutralité de l'espace public, de la laïcisation de l'espace public, de retirer la crèche de Noël. Alors, on aurait pu croire que c'est un événement isolé. Ce qui est assez intéressant, c'est que quelques jours ou quelques semaines auparavant, au même moment, en France, en Vendée, au Conseil général, une crèche de Noël, on allait l'installer. Et là, au nom de la laïcité, encore une fois, laïcité mal comprise, bien évidemment, on a décidé de démonter la crèche. Et surtout la Vendée, qui est en fait le bastion du à l'époque royaliste, contre-révolutionnaire, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut bien voir, donc je donnais 2 événements récents, mais ce qu'on sait, c'est que chaque année, depuis 10-15 ans, il y a ce qu'on pourrait appeler la guerre de Noël. Christmas Wars. Et là, bon, évidemment, on a certaines personnes qui disent, on exacerbe, on donne une importance exagérée à certains détails, mais c'est pas le cas. Quelle forme peut prendre cette guerre de Noël? Eh bien, on va dire, faut plus dire joyeux Noël, mais dire joyeuse fête. Il y a quelques années, on avait dit, faut même dire joyeux décembre. Certains proposent de fêter non pas Noël, mais le solstice d'hiver. Il faut congédier les crèches. Quelquefois, il faut en finir même dans les écoles avec les chorales de Noël doivent en finir avec les chants de Noël parce qu'ils sont chrétiens. Autrement dit, c'est un phénomène récurrent d'une année à l'autre. Et d'ailleurs, d'une année à l'autre, c'est depuis, je crois, 2006, j'en viens chaque fois à écrire cette chronique sur la guerre contre Noël. Oui. Chaque année, je me dis, cette année, j'espère ne pas avoir à écrire quoi que ce soit. Espérons que ça se passe bien, que les adversaires de Noël aient capitulé. Eh bien, c'est pas le cas. Et qu'est-ce qui se joue à travers ça, bien évidemment? C'est une volonté explicite de retirer de l'espace public tous les symboles qui ont une valeur patrimoniale et qui ont une portée religieuse liée
à la majorité nationale dans les sociétés occidentales, donc, qui est l'héritage chrétien. Votre point de vue, Mathieu Bock-Côté, n'est pas un point de vue de restauration du christianisme, mais votre point de vue est plus patrimonial. Oui, alors ça peut incorporer, ça peut inclure. Que des gens veuillent restaurer les valeurs chrétiennes dans nos sociétés, je pense que ça ferait pas que du mal. Mais l'essentiel de mon propos n'est pas là. Oui. Je note simplement que, certains nous disent on retire les symboles de Noël parce que ce sont des symboles religieux. Non. Ils sont retirés en tant que symbole majoritaire. Et c'est ce qui, je trouve choquant, cette idée que on doive lessiver l'espace public, on doit javeliser l'espace public, que les symboles fondateurs de la collectivité doivent être traités désormais comme les symboles d'une communauté parmi d'autres. Nous devons vider l'espace public de tout héritage culturel ou identitaire ou historique. Nous devons le javeliser, nous devons nous retrouver dans une société où il n'y aura que le droit et l'administration en partage, comme si la culture devait être privatisée, comme si la culture devait être refoulée dans les marges, parce que par définition, l'héritage collectif serait un héritage discriminatoire et de domination envers les minorités. Comme si la culture était affaire d'administration uniquement et pas n'avait aucune qualité identitaire, mais voilà, nourricière. Mais c'est la volonté, organique. C'est la volonté encore une fois d'éradiquer de l'espace public les symboles identitaires, la culture, la civilisation, la mémoire, l'identité. Autrement dit, c'est cette volonté d'aseptiser l'espace public pour qu'il ne soit désagréable à personne, ce qui veut donc dire qu'il sera insignifiant pour tous. Et bien évidemment, ça crée des tensions, cette volonté d'éradiquer les symboles nationaux ou les symboles civilisationnels. Pourquoi? Parce que la population d'accueil dit, d'accord, nous ouvrons les portes, nous tendons la main, mais qui nous a dit que ça devait impliquer qu'on décide de sacrifier notre propre mémoire pour habiter dans cette société aseptisée? Et j'ajouterai une chose à ça. Dans un monde où Noël a été véritablement ravagé, disons-le, par l'esprit du consumérisme, qui a quelque chose un espèce de capitalisme maniaque qui est en train de tous nous rendre fous, la présence de la crèche et des symboles chrétiens, c'est tout simplement des marqueurs qui nous rappellent d'une manière ou de l'autre qu'il y a dans Noël autre chose qu'une débauche consommatrice. Eh bien, ces quelques symboles chrétiens qui sont comme les témoins d'une vieille mémoire qui ne doit pas mourir, me semble-t-il qu'on devrait y tenir encore plus. Une mémoire de pauvreté, de vulnérabilité, parce que les personnages de la crèche sont des bergers, des artisans. Jésus, ils vont très faible. Joseph et Marie n'ont pas d'argent, elle a accouché dans une étable. Oui. Ça vient contredire complètement cet esprit consumériste. Oui, mais c'est le drame, je crois, de notre société. C'est-à-dire, nous souhaitons tous officiellement avoir des périodes de repos, des périodes de pause, des moments où nous pouvons nous soustraire pendant quelques jours, quelques semaines, qu'en sais-je, à l'empire de la consommation, à cet empire qui nous conditionne à la dépense frénétique. Hein. Et là, on a une fête qui, dans l'année, pourrait théoriquement nous permettre justement de nous mettre à l'abri de ce délire. Eh bien, les symboles chrétiens sont tout autant de rappels de ce que pourrait être, de ce que devrait être aussi Noël. C'est-à-dire le moment du recueillement, le moment où les fractures se résorbent, le moment où les êtres se réconcilient. Alors qu'en l'espèce, les fractures s'exacerbent. C'est le paradoxe. Hein. C'est-à-dire ça devrait être le moment de la réconciliation des fractures et ça devient plutôt le moment de l'exacerbation des tensions. Je reviens à une chose, Mathieu Bock-Côté. Vous parliez de la même chose qui avait lieu en Vendée, mais sauf qu'en Vendée, c'était pour des questions de laïcité, alors qu'ici, c'est pas, c'est une laïcité plutôt multiculturaliste qui impose cette vision. Je crois néanmoins que les deux discours finissent par se croiser. C'est-à-dire, nous avons une certaine laïcité exacerbée qui se montre très, très dure envers les dernières traces du christianisme, mais qui se montre très, très, très complaisante et accommodante envers les revendications culturelles et religieuses minoritaires. De la même manière, ici, donc au nom du multiculturalisme, eh bien, on veut transformer les références chrétiennes en références parmi d'autres. Donc, c'est le même programme qui se décline sous deux discours, mais il y a une constante, c'est une aversion marquée envers la culture nationale fondatrice ou dite majoritaire, et une complaisance envers les symboles culturels ou religieux qui fondent leur désir d'exposition publique sur le fait qu'ils seraient victimisés ou marginaux. Il y a quelque chose qui me frappe tout le temps dans ces querelles-là, Mathieu Bock-Côté, c'est que l'affaire de la crèche, des traditions, de la mémoire, de l'organicité, du collectif, si vous voulez, est davantage affaire du peuple, alors que les élites
qui serait théoriquement, dont le rôle social serait théoriquement de garantir tout cela et d'expliciter ce dont le peuple est la mémoire vivante, et que le peuple n'a pas toujours les moyens ni le temps d'expliciter, les élites devraient être les gardiennes de ces pierres vivantes. Sauf que les élites ont renoncé à ce rôle et ont même décidé de le trahir bien souvent. C'est-à-dire qu'elles ont décidé, le rôle des élites, ça devrait être un rôle de protection, de défense, d'une communauté historique, d'un ordre, d'une cité. Et elles se sont laissées convaincre depuis quelques décennies qu'elles ont plutôt une tâche de reconstruction. C'est-à-dire la population serait composée de demeurés, d'incultes, de gens exagérément attachés à des traditions auxquelles ils tiennent d'autant plus qu'elles leur permettent le repli identitaire. Ce sont un cocon protecteur pour se protéger du monde. Oui. Et nos élites ont souvent un rapport, elles regardent la population et disent on va vous éclairer, on va vous délivrer de ces traditions qui vous encombrent, on va vous éduquer ou même vous rééduquer. Alors elles ne veulent plus conserver les symboles que vous évoquez, elles ne veulent plus conserver cet ordre symbolique, mais elles travaillent en fait à le déconstruire. Qu'est-ce qui a cloché il me semble qu'il y a une erreur là carrément métaphysique, c'est-à-dire que l'élite devrait vraiment, comme vous dites, être au service du peuple. Pourquoi l'élite a-t-elle honte de tout cela? Pourquoi l'élite a-t-elle honte du peuple? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette élite? Est-ce une élite de parvenus qui aurait honte de ses origines anciennes? Est-ce que cette élite, quel est ce bobo qui les hante? Je crois que un des secrets mal gardés de notre monde, c'est l'idée qu'on ne peut réussir l'ascension sociale qu'en dédaignant les origines, qu'en dédaignant la mémoire. C'est-à-dire, le code d'entrée dans les élites mondialisées, ou tout simplement dans les élites médiatiques, souvent, les élites mondialisées, c'est d'envoyer le signal qu'on dédaigne la communauté d'appartenance, qu'on dédaigne l'héritage et qu'on fait le pari de l'utopie mondialiste, multiculturelle, du cosmopolitisme métissé et tout ça. Avec une exception, c'est les États-Unis, parce que les élites états-uniennes sont très fidèles, je pense. Oh, oui, mais aux États-Unis aussi, il y a cette oui, c'est même de là que ça vient. Donc les guerres contre Noël, c'est de là que ça vient. C'est dans les années, d'ailleurs, c'est de là que vient la formule Christmas Wars. Mais je reviens à ça. Donc votre question est excellente. Que s'est-il passé? Je crois que nos élites se sont laissées convaincre finalement qu'elles étaient les élus d'une période nouvelle auquel elles devaient nous convertir, c'est-à-dire la modernité sacralisée, ou on dirait la postmodernité aujourd'hui. Elles ont été élues. Et elles ont une responsabilité, c'est de nous amener à nous délivrer des différentes couches protectrices qui nous permettaient d'habiter le monde en tant que peuple, en tant qu'être historique. Donc, vous voyez, on voyait dans la frontière une protection. Elles y voient une division exagérée, une fracture illégitime. On voyait dans les traditions de manière d'habiter le monde. Elles y voient tout autant elles y voient un immense cocon qui nous empêche de nous ouvrir aux autres cultures. Alors elles se sont données pour vocation de nous libérer de nous-mêmes pour accéder à l'humanité mondialisée. Est-ce qu'il y a là une erreur au niveau du concept de l'unité? Parce que quand on parle de mondialisation, on dit unification du genre humain, tout le monde sera frère et sœur, tout le monde ferait bisous et il y aura plus de guerre du tout, alors que l'unité passe par le particulier. Aujourd'hui, on pense que l'unité peut faire l'économie de cette médiation qu'on appelle collectivité, nation, histoire, culture. Je crois qu'on est dans ce monde étrange où on s'est dit que pour accéder à l'unité humaine, pour le dire ainsi, qui est une idée, un idéal régulateur légitime, il fallait que chaque peuple se dépouille de lui-même. Donc plutôt qu'en arriver une forme d'unité de transcendance, c'est-à-dire un certain idéal moral qui nous rappelle la part commune à l'humanité, on s'est dit qu'il fallait dépouiller chaque peuple, à tout le moins les peuples occidentaux, de leur singularité, de leur tradition, de leur culture, pour les faire advenir à l'humanité générique. Donc c'est une forme d'universalisation par l'appauvrissement plutôt que par l'enrichissement. C'est de nous ramener au plus petit dénominateur commun. Et qu'est-ce que ça donne, cela dit? Puis tristement, ça donne la figure du consommateur frénétique. C'est assez triste, finalement, c'est-à-dire, on se dépouille de la culture, on se dépouille de l'histoire, on se dépouille de la mémoire, on se dépouille du politique, on se délivre des frontières, et qu'est-ce qu'on devient? Un consommateur frénétique sans repère. Sauf que l'Occident a fait ça beaucoup dans ses colonies. Il n'y a pas eu que du mauvais dans la colonisation, mais il y a eu ce déracinement de beaucoup de cultures locales, les tracés de nouvelles frontières en Afrique. Mais c'est la condescendance c'est la condescendance de tout esprit colonisateur d'une certaine manière. Et ça qui consiste, se retourne en fait. Bien sûr, mais ça consiste à regarder les populations qui nous entourent comme des populations qui sont arriérées dans l'histoire et il faudrait leur permettre de devenir comme nous. C'est le compliment perfide du colonisateur. Je vois chez toi un être humain et tu deviendras comme moi si tu décides de suivre le chemin balisé pour nous. C'est ce que nous avait dit Lord Durham ici, il y a longtemps quand même. Alors, je reviens à ça. Je crois qu'il y a aujourd'hui, paradoxalement, une forme de néocolonialisme porté par le capitalisme mondialisé
mondialisé. Sur nous-mêmes, en fait. Sur la oui, bien sûr. C'est-à-dire que on veut l'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les pays ne soient plus des pays, mais des sociétés interchangeables, que les peuples ne soient plus des peuples, mais des populations interchangeables de consommateurs mondialisés et nomades. Et ce qu'on nous présente, ce nouvel idéal, c'est le centre d'achat mondialisé. Alors, de ce point de vue, j'ai tendance à avoir une sympathie, quelquefois peut-être exagérée, mais pour tout ce qui contribue à résister à cette espèce de discours mondialisateur qui dans les faits une forme de déracinement généralisé. Évidemment, il ne faut pas avoir une sympathie pour tout ce qui résiste à ça, parce qu'il y a une part légitime dans l'universalisme. Il y a une quête légitime dans ce désir de faire du plus lointain mon prochain néanmoins. Ça, je le comprends. Mais il faut néanmoins protéger ce qui mérite d'être protégé, c'est-à-dire ce qui rend le monde vivable, ses traditions et ses frontières, ses pays et ses cultures qui font en sorte que le monde est habitable. Comme tout ça est en train d'être balancé allègrement, du monde occident, par quoi est-ce qu'on remplace? Il faut avoir des critères de légitimation, il faut avoir des textes fondateurs, il faut avoir... que quand on a mis à bas les traditions, tous les symboles identitaires, etc., l'histoire, la mémoire collective, on remplace ça par quelque chose forcément. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un nihilisme à travers ça, une complaisance dans le vide. L'horizon de l'homme occidental contemporain, c'est le désir de revenir à ce que j'appelle l'homme originel. C'est-à-dire un homme de tous les possibles, un homme virtuel, un homme qui pourrait tout faire, mais qui s'enivre de ses possibles et qui finalement ne s'engage dans rien. Vous savez, c'est l'homme qui a le choix entre 100 000 femmes, entre 10 000 femmes, entre 1000 femmes, et il dit finalement, je les veux toutes, donc je n'en marierai aucune. C'est du donjoanisme. Donc je vivrai dans ce fantasme de tous les possibles peuvent s'accomplir, mais je n'en accomplirai finalement aucun. Mais il faut quand même un guide. Oui, je crois qu'il est double ici. D'un côté, il y a ce que j'appelle le catéchisme pénitentiel. C'est-à-dire, nous nous admirons de nous exécrer. Et dans l'espace public, donc la déconstruction de tous les repères moraux, historiques, anthropologiques, civilisationnels, identitaires, on s'admire de se détester autant. Ne faut-il pas avoir une conscience morale supérieure pour être aussi autocritique envers soi? Est-ce une forme de domination occidentale, mais pervertie? Nous avons le monopole de la culpabilité, c'est quand même un pouvoir. Oui, c'est ce que suggérait d'ailleurs Pascal Bruckner en disant nous sommes si fiers d'être les seuls à être aussi avancés pour être aussi reconnaître notre propre perfidie. Mais je crois que cela dit, au-delà de ça, c'est une forme de suicide collectif. Et l'autre chose, c'est cette espèce de capitalisme mondialisé, brutal, qui marchandise toutes les parts de l'existence, qui industrialise chaque domaine de l'existence, qui considère, autrement dit, que tout ce qui n'entre pas dans la logique du calcul du profit global, ça relève de l'archaïsme dont on doit se débarrasser. Alors, évidemment, il ne s'agit pas ici de dire ou d'écrire un guide de la résistance à tout ça, mais on peut marquer des points de repère importants, des ancrages. Et le premier point de repère, je crois, c'est la redécouverte de la pertinence des ancrages et de la mémoire. Il y a rien qui me semble plus important aujourd'hui. Et des médiations. C'est une autre manière de le dire. C'est la nécessité de redécouvrir qu'on n'appartient pas à l'humanité immédiatement. Nous n'appartenons pas à l'humanité sans le passage d'une langue, d'une culture, d'une mémoire, de symboles. Et tous ces symboles, ça contribue justement à humaniser notre présence au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je reviens au fête de Noël, puisque c'est notre sujet aujourd'hui. Eh bien, redécouvrir dans Noël autre chose, je dirais, que l'orgie consommatrice, et y redécouvrir aussi une fidélité à l'esprit d'une civilisation. Fidélité et foi ont la même racine. Mais bien évidemment, c'est-à-dire, vous savez, il y a quelque chose d'un peu étrange par rapport à la foi aujourd'hui, hein. C'est-à-dire, on croit qu'on a la foi comme on a une boîte à outils, ou comme on a un t-shirt, ou comme on a une maison, comme quelque chose qu'on pouvait posséder. J'aurais une définition, non pas celle d'un croyant au sens classique, mais une définition de la foi. On verra bien. Rassurez-moi plutôt. Mais je crois qu'on peut avoir dans la foi une autre idée, c'est-à-dire une forme de fidélité à ce que nous ne pouvons renier. Et ça, ça veut dire... Vous avez pas la foi, mais la foi vous a. Oui, en fait, je dirais qu'on soit croyant ou non à l'existence de Dieu, il y a quelque chose de commun chez tous ceux qui ont ce sens de la fidélité, c'est-à-dire nous sommes des héritiers, nous devons avoir une gratitude envers ceux qui nous ont précédés, nous ne sommes pas jetés dans un monde qui n'a aucun sens, et c'est justement parce que nous assumons cette histoire et cet héritage que nous ne sommes pas jetés dans le néant. Et c'est justement parce que nous sommes capables de ressaisir cet héritage et cette mémoire que nous pouvons nous inscrire dans l'existence sans avoir le sentiment qu'elle soit un univers frigorifié, terrifiant et sibérien. Pensez-vous que les chartes des droits sont le dernier rempart
contre cet univers frigorifié? Non, je crois que c'est le contraire. Je crois qu'elles accélèrent notre passage au monde frigorifié. Mais en pensant nous en prémunir. Oui, mais parce que c'est le paradoxe. C'est-à-dire, on croit aujourd'hui qu'on a mené surtout la Deuxième Guerre mondiale et la lutte contre le communisme seulement au nom des droits de l'homme tels que codifiés par les chartes de droit. Et on oublie toujours, et ça Dieu sait que j'aime le rappeler, que la Deuxième Guerre mondiale, ce ne sont pas des 68 ards en culotte courte qui criaient à mort l'autorité, à mort la patrie, qui se sont battus contre les fascistes et les nazis. C'était de vieux généraux, des patriotes enracinés. La figure du général de Gaulle est ici exemplaire. C'est au nom de la civilisation, de la France historique, de la France éternelle, du patriotisme le plus intransigeant. Il a été capable d'abattre la barbarie nazie. Et on a lutté contre le communisme dans l'Europe de l'Est. Comment? Justement, en trouvant dans l'identité nationale et dans l'identité religieuse deux principes pour être capable de lutter contre ce déracinement de l'homme que portait le communisme avec sa promesse de l'homme universel. Et l'humour aussi, parce que les peuples de l'Europe de l'Est avec beaucoup Bien sûr, c'est refuser le sérieux de l'orthodoxie officielle. Hein. L'humour est une arme remarquable contre les tyrans. Les tyrans n'aiment pas rire vraiment. Ou alors, ils sont surtout les tyrans idéologiques. Hein. Ils sont gardiens d'un ordre. Ce sont des robespierriens. Ils conservent une espèce de volonté. On n'a pas le droit. Et ils ordonnent de rire quand on rit. Ah ben oui, on n'a pas le droit de rire du dogme, mais on doit rire avec eux lorsqu'ils le décrètent. Alors évidemment, cette espèce d'ironie, cette capacité de se moquer des idolâtries du jour, ça fait partie de l'esprit de liberté. Donc nous devons redécouvrir, je crois, évidemment l'esprit de liberté, mais ce dans quoi l'esprit de liberté s'enracine. Et cet esprit de liberté s'enracine bien évidemment dans l'héritage d'une civilisation qui quand même qui a quand même un certain bagage légitime qu'il nous est possible de redécouvrir. Voudrait-on redécouvrir d'ailleurs cet héritage qu'on en aurait pour toute une vie? Et il y a plus de nouveautés, je crois, dans cette redécouverte de l'héritage et de sa pertinence que dans la contemplation infinie des possibles mondialisés dont nous ne savons que faire. Vous avez une gestuelle qu'on peut voir, que les auditeurs ne peuvent pas voir, mais vous ressemblez à un danseur de flamenco. Ah oui, mais c'est simplement pour vous, cher ami. Mathieu, dernière question. Cette liberté dont vous parlez, elle doit s'enraciner dans quelque chose. Oui, bien sûr. La liberté pour la liberté, ça mais voilà pourquoi je dis qu'elle doit s'enraciner dans une civilisation qui en a accouché. Quand on pense qui elle-même sera enracinée dans quoi? Je crois dans une expérience historique, dans certains principes qu'elle a cherché à valoriser, à incarner, à exemplifier. Et indexer sur quoi? Je vous ramène à l'infini, là. Non, mais oui, évidemment. Oui, ça j'avais bien compris. Mais c'est à ce moment qu'il faut éviter cette régression vers l'infini. Il faut, à un moment donné, reconnaître la valeur du donné historique. Oui. C'est-à-dire, il y a une valeur aux données historiques. Il y a une valeur en tant que telle à l'héritage. Parce que qu'est-ce que c'est l'héritage? Qu'est-ce que c'est la tradition? Oui. C'est une longue enquête menée au fil des générations autour des mêmes questions fondamentales qui habitent l'âme humaine, qui habitent l'esprit humain. Et c'est la volonté de nouer dialogue avec ceux qui auparavant ont chercher à comprendre ces questions fondamentales, et c'est ainsi que d'une génération à l'autre, on enrichit notre compréhension du genre humain. Si on croit qu'on doit remonter le cadran zéro, tout recommencer à partir de maintenant, eh bien, on croit qu'on va s'émerveiller devant les possibles de l'avenir. On aura tout simplement l'intelligence appauvrie des incultes. Là-dessus, Mathieu Bocoté, je vous laisse à votre flamenco. Ah ben absolument, et aux autres danses inattendues. Ah ben ça, écoutez, on fera des chroniques là-dessus, parce que vous êtes chroniqueur à partir du mois de janvier dans mon émission, ce dont tout le monde sera ravi certainement, à commencer par moi. J'en suis très heureux. Et vous sans doute un petit peu, je pense. Joyeux Noël à vous, à vos proches. Ah ben joyeux Noël à vous aussi. Bonne année. Bonne année aussi. Et on se retrouve en janvier 2015. Très certainement.